Salut à tous dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube MedPapers. Aujourd'hui, on va parler de l'anatomopathologie, les pathologies vasculaires. On va commencer par un petit rappel anatomique. Le système sanguin, il est formé par un cœur et des vaisseaux. Les vaisseaux contiennent veines, artères élastiques et musculaires et capillaires. On va commencer par les lésions au niveau des vaisseaux. La congestion, donc c'est une abondance du sang plus une dilatation au niveau du vaisseau. Donc elle peut être active ou elle peut être passive. Et lorsque la congestion elle est passive, elle peut être localisée ou généralisée. Donc c'est une coupe anatomopathologique qui montre le corps d'un rat. Ici les vaisseaux sont normaux. Ici, on a une congestion, on a le globule rouge, donc, et les vaisseaux sont dilatés. Et l'aspect ici plus rouge dans les vaisseaux, car il y a une abondance. Donc la congestion active, c'est une vasodilatation active des artérioles qui va augmenter l'apport du sang artériel et par la suite, on a une congestion active. Comme on voit dans ce schéma ici, il y a une vasodilatation des artérioles et augmentation d'apport sanguin. Donc, c'est la congestion active. Donc, au niveau macroscopique, elle se traduit par une rougeur et chaleur. Et microscopiquement, on a une hypertrophie des cellules endothéliales, donc cellules de vaisseaux. Les vaisseaux sont dilatés, la lumière elle est remplie d'hématies. Pour la passive, c'est une diminution du drainage veineux sanguin qui va donner une stase. Cette stase, c'est l'arrêt ou ralentissement de la circulation et va nous donner une congestion passive. Donc, comme on voit ici, on a une diminution de la perfusion. Donc, c'est une hypoxie. On remarque que l'apport artériel est diminué et l'apport veineux, donc, il est augmenté. Donc, on a une congestion passive. Donc, pour la congestion passive, soit une diminution du débit sanguin, soit une vasodilatation passive et une hypoxie des cellules. Donc, si elle est localisée, elle va nous donner une stase ou un arrêt, oblitération. Si elle est généralisée, donc elle est causée par une insuffisance cardiaque, soit droite, soit gauche. On va commencer par l'insuffisance cardiaque gauche. Donc, ici, le cœur, il ne peut pas évacuer le sang veineux pulmonaire. Donc, on sait que le cœur gauche, il reçoit donc, le sang du poumon et il, par le ventricule gauche, évacue le sang vers la circulation générale. Donc, il ne peut pas faire l'évacuation du sang veineux pulmonaire de l'oreillette vers le ventricule gauche et par la suite, la pression circulatoire devient élevée. Donc, la pression au niveau de l'oreillette gauche va être augmentée. Donc, si cette augmentation et ce blocage, cette stase est aiguë, on a un OAP, œdème aigu du poumon réversible. Si elle est chronique, on a le poumon cardiaque. Donc, voici l'aspect macroscopique de l'OAP. On a ici des vaisseaux congestifs. Donc, voici les vaisseaux congestifs. Voici de l'air. Voici le liquide d'œdème. On va passer à un plus fort grandissement. Donc, le liquide d'œdème, l'air, les septa alvéolaires ici.
donc liquide œdème, c'est le macrophage alvéolaire et les septa alvéolaires. Pour le poumon cardiaque, donc on a épaississement des septa alvéolaires. On remarque ici cette coloration qui est brunâtre. Ce sont des dépôts d'hémosidérine et d'anthraose. Et voici la congestion vasculaire. Donc, pour le dépôt, on a des dépôts intracotiques. Ce sont des dépôts de charbon qui commencent par le macrophage alvéolaire et s'étendent par la suite dépôts d'hémosidérine. Donc l'hémosidérine, c'est le produit de dégradation de l'hématie dans les alvéoles. Pour l'insuffisance cardiaque droite ou globale, donc on a une élévation de pression dans l'oreillette droite et les veines caves et sus-hépatiques. Donc le foie va prendre le relais. Donc le cœur il est incapable de compenser cette élévation de pression. Donc cette augmentation de pression elle va causer une congestion au niveau du foie, ce qui va nous conduire à la cytolyse et puis à l'insuffisance hépatique. Donc le foie cardiaque peut être une stase aiguë ou chronique, soit insuffisance cardiaque aiguë, soit insuffisance cardiaque chronique. Donc au niveau anatomopathologique, pour le foie cardiaque, dans la stase chronique, il y a une ossification. Dans le stade 1 et 2, on remarque qu'il y a une zone péricentrolobulaire, une zone périportale. Donc, on a une légère congestion des sinusoïdes, lames hépatocytaires qui sont émaciées et des dépôts d'hémosidérine. C'est le produit de dégradation de globules rouges, comme on l'a dit précédemment. Donc, dans le stade 2-3, on remarque l'étendue de la nécrose dans la zone péricentrolobulaire. Par contre, la zone périportale, elle reste normale. Ici, il n'y a pas de nécrose. Donc, au plus fort grandissement, on voit la veine centrolobulaire, la zone périportale, la zone intermédiaire et la zone péricentrolobulaire, près du veine centrolobulaire. On marque ici la nécrose de la zone péricentrolobulaire. Au plus fort grandissement, on remarque la lame hépatocytaire qui sont en nécrose et les sinusoïdes qui sont augmentés de taille par rapport aux autres coupes. Ils sont très congestifs ici. Soit le foie cardiaque aigu, il s'agit d'un aspect typique en muscade. On va passer à l'œdème. Donc l'œdème, c'est l'augmentation de l'eau extravasculaire. Macroscopiquement, on voit un aspect mou et pâle. Lorsqu'on fait une incision, on voit un liquide peu rosé et il y a des cliffs. Donc le matin, le patient peut avoir l'accumulation du liquide au niveau du visage. Puis après, dans la journée, ces œdèmes sont localisés au niveau des pieds. Cet œdème garde parfois le godet. Il peut être généralisé, le tableau de Nazark, qui est le résultat d'une insuffisance cardiaque globale dans un stade évolué, dans une cavité articulaire, l'hydarthrose, et dans une cavité naturelle, la cyte. Donc, en microscopique, on va avoir une infiltration par une sérosité qui est très
faible éosinophile qui écarte les cellules et les fibres. Donc on marque ici les macrophages, aussi les septa, donc et les capillaires sont dilatés, et le liquide d'œdème. Donc l'hémorragie, c'est une sortie du sang du vaisseau. On sait que le milieu naturel du sang, c'est la circulation sanguine dans les vaisseaux. Donc cette hémorragie, elle est due à une rupture du vaisseau ou du corps, soit à une érythrodiotédèse, qui est une extravasation du globule rouge, soit par une altération des cellules endothéliales du vaisseau, soit par une augmentation de la perméabilité capillaire, soit par une ulcération d'une muqueuse. Donc l'hémorragie, elle peut être extériorisée, hémoptysie et hématémèse. Elle peut être dans une cavité naturelle, pneumothorax, comme on voit ici, c'est du sang. Et intratéculaire, les ecchymoses. L'évolution. S'il s'agit d'une hémorragie de faible abondance, on va avoir une simple réaction inflammatoire et dégradation de lait qui va se traduire cliniquement par une eczymose et une résorption. Après, s'il s'agit d'une hémorragie de grande abondance et on a de la nécrose, donc on va avoir aussi une réaction inflammatoire, juste on a formation de tissu fibreux et une calcification parfois, et on a formation de la fibrose, donc c'est une séquelle qui va rester tout au long de la vie. Pour l'hématome, donc ça dépend, s'il n'est pas volumineux, on a une dépertion complète, sinon un enkystome. Pour l'hémothorax et l'hémarthrose et dans les cavités naturelles, on a soit une formation de dépôt de fibrilles, s'il est abondant. Donc s'il est abondant, on a accoulement de défrier de la cirrhose. Alors la thrombose, donc c'est une coagulation dans une cavité vasculaire chez un être vivant. Donc on dit chez un être vivant car chez l'être non vivant, on a des thromboses normales qu'on va trouver lors d'une autopsie. Beaucoup de thrombus. Donc il peut être causé par une lésion endothéliale, soit l'athérosclérose, soit une phlébite ou vascularite. Donc la vascularite par dépôt de complexe immun, donc elle peut oblitérer le vaisseau, ou une hypercoagulabilité, donc on va avoir lors d'un problème de la coagulation, donc on va avoir des thrombus, des thrombis de part et d'autre dans le vaisseau. Si on a anomalie de flux, surtout elle est causée par le décubitus ou la station de bout prolongée, donc qui est varice, ou l'anévrisme qui va faire un trouble de flux sanguin. Donc, pour le thrombus, il peut être blanc, comme on voit ici, ou un thrombus rouge. Pour le blanc, donc on parle d'une tête. Ce thrombus blanc, généralement, il est causé par une érosion. Donc, cette tête, elle est formée par le thrombus blanc, de plaquettes et de fibrines, et il adhère à la paroi. Par contre, pour le thrombus rouge, on parle d'une rupture, comme le cas de l'athérosclérose. Donc, on parle d'une queue. Il est formé du sang qui est plus ou moins coagulé avec de la fibrine, donc qui flotte en aval du vaisseau. Donc, la fibrine, elle fait partie de la composition normale du thrombus.
dans l'agrégation plaquettaire. Juste ici, on a une persistance donc de ce thrombus, ce qui est pathologique. Ou il peut être mixte. Donc, comme on voit ici, voici la partie blanc, voici la partie rouge. Donc ici, on parle du corps. Il est mixte, il est formé par leucocytes, hématies, plaquettes, par de fébrine. Et on a une accumulation de la fébrine ici. Donc, ce thrombus qui est formé donc normalement lors d'une lésion de la brèche du vaisseau, cette formation, cette agrégation plaquettaire, elle est normalement formée, mais le problème, c'est l'évolution. Donc, s'il va s'agir de l'évolution naturelle de ce thrombus, qui est la thrombolyse, donc c'est une destruction du thrombus, comme on voit ici, par des enzymes de la fibrinolyse. Donc, et le vaisseau revient perméable. Donc, s'il est petit, c'est irréversible si la coagulation elle est normale. Par contre, donc, au bout de 48 heures, on a le thrombus qui va être recouvert par des cellules endothéliales, des monocytes macrophages, des cellules musculaires lisses. Puis, on a une formation du tissu conjonctif par des fibres collagènes, des capillaires, des macrophages par des dépôts d'hémosidérine. Ce thrombus, il va être donc soit partiellement oblitérant, soit totalement oblitérant. S'il est partiellement, donc il va s'accoler dans la paroi vasculaire et il va être recouvert de cellules endothéliales. Donc, s'il est totalement oblitérant, donc on a formation de néovaisseaux, ces néovaisseaux vont traverser le thrombus pour permettre une reperméabilisation de la lumière vasculaire, pour qu'il n'y ait pas blocage ici de la circulation. Si cette fibrinolyse ou dégradation du thrombus ne se fait pas, il va rester là-bas, donc il peut se calcifier ou il peut faire une phlébolite au niveau des varices thrombosées. Donc la phlébolite, c'est juste une calcification de la paroi veineuse. Ou il peut subir une migration. Dans ce stade, il va devenir un embole. Donc, généralement, soit que la totalité de ce thrombus va être détachée, soit le queue seulement, et il va migrer dans la circulation sanguine, comme on voit ici. Donc, cette migration, généralement, se fait dans une étape précoce, avant la fixation de la fibrine et de l'organisation fibreuse du thrombus. Après cette organisation, il va être plus adhérent et plus difficile à se détacher. Mais si ceci n'est pas encore fait, donc on a un risque de migration de cet embole. Donc soit il se ramollisse, donc cet événement il est rare, il est le résultat de l'action d'enzymes de polynucléaires neutrophiles de ce thrombus. Il peut être soit récent, lorsqu'il s'agit d'un thrombus récent, il va favoriser sa migration. Soit il produit un ramollissement purulent, donc il va être suppuré. Ce phénomène aussi il est rare, on va avoir soit une infection primitive, soit secondaire,
du thrombus, soit des bactéries, donc ils vont causer une infection ou il va se surinfecter. Donc on a un risque d'embolie septique comme le cas de l'endocardite infectieuse où on a formation de ce thrombus au niveau du valve. Ce thrombus qui est formé par des bactéries et qui vont causer une embolie septique par la suite. Donc le thrombus il peut survenir au niveau de tout le système sanguin, circulatoire, veine ou artère ou capillaire, ou soit intracardiaque. On va passer à l'embolie. L'embolie est la circulation d'un corps étranger. Il peut être originaire de l'organisme endogène, soit de l'extérieur exogène. Et il va s'arrêter dans un vaisseau qui va être petit par rapport à sa taille, d'où on a une oblitération de ce vaisseau. Ou il peut être aussi dans la circulation lymphatique. Ici, on parle de métastase du cancer. Pour l'embole cryorique, c'est un thrombus sanguin, c'est le plus fréquent. C'est un fragment qui va migrer. Il va migrer partout, au niveau des membres infs, du pelvis, cardiaque, des anévrismes artériels ou lors d'une bifurcation d'une artère. Donc le thrombus, il peut être mural, il est juste accolé, mais il n'oblitère pas totalement le vaisseau, soit il est occlusif, donc on a ici une stase, un arrêt, soit il va se détacher et former un embole. Ici, pour le gazeux, c'est généralement une blessure, donc soit par une seringue, introduction de l'air, des bulles d'air dans la seringue, soit c'est un accident de décompression. Pour l'embole gasseux, donc généralement il est causé par une fracture de la moelle osseuse, soit une substance qui est riche en lipides. On a une injection inappropriée intraveineuse, donc va causer cette embole, soit lors du plaque d'athérome. Donc comme on voit ici, la plaque d'athérome, un fragment de cette plaque va se détacher et circuler dans le sang. Ou elle est tumorale, donc on a une tumeur qui circule dans le système lymphatique ou vasculaire. C'est aussi cette embole, c'est le mode de dissémination donc de tumeur maligne, où il va avoir des autres foyers du cancer, soit par un corps étranger, matériel médical, donc mal cathéter. Il peut être parasitaire ou microbien. Ici le cas d'une endocardite. Le trajet normal, donc il commence par les veines du membre inf et il va passer vers le corps, les cavités cardiaques, et puis les artères, donc aorte, artère iliaque, carotide. Il va s'arrêter au niveau d'une artère qui va être de petite taille. Elle peut être partout, donc dans les reins, dans le cerveau, dans le foie, où il va faire un trajet anormal. Donc il va faire un court-circuit et il va passer du corps droit vers le corps gauche par une communication interauriculaire, puisqu'il est dans le corps gauche. Donc
il va passer dans le système artériel. Cette inversion du flux, elle est causée par une augmentation de pression au niveau de l'oreillette droite lors d'une embolie pulmonaire. Donc le trajet rétrograde, c'est une inversion du flux sanguin. Donc l'embole peut siéger dans la veine cave supérieure et puis il s'engage dans les veines sous-hépatiques ou dans les veines rénales. Il est supposé, il peut monter avec les globules rouges, le flux sanguin, mais ici il a descendu. Donc ceci, il est favorisé par une augmentation de pression intrathoracique, comme par exemple par l'effort du tout. Donc ces embolies ont des conséquences qui sont parfois graves, comme pour l'embolie pulmonaire, elle peut causer une mort subite, une insuffisance cardiaque droite, une insuffisance cardiaque chronique ou corps pulmonaire chronique. On voit ici le trajet de l'embole lors d'une embolie pulmonaire, comment il va passer dans la veine pulmonaire. Donc, cette embole peut être au niveau de l'artère. Donc, il va donner une ischémie au niveau du corps, donc un infarctus. S'il s'agit d'un embole graisseux, donc il peut donner une détresse respiratoire et aussi des lésions ischémiques cérébrales ou AVC. S'il s'agit d'un embole gazeux, de même, il peut causer un AVC. S'il s'agit d'une embolie amniotique, donc c'est un risque de coagulation intravasculaire disséminée. Il s'agit d'embolie tumorale, on a un développement d'une métastase. S'il s'agit d'une embolie septique, on va avoir un nouveau foyer infectieux. Voici pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube MedPapers.